13 heures. Bonjour à tous et merci de suivre RTI 1. Tout d'abord, les titres de ce journal. En Côte d'Ivoire, un manque à gagner de plus de 1000 milliards de francs CFA en 2019 en raison de la corruption. Mais comment mettre fin à ce fléau? Quelle sensibilisation? Le ministère de la Promotion de la bonne gouvernance était récemment l'invité du Centre d'information et de communication gouvernementale. La Côte d'Ivoire et son économie tiennent bon malgré le coronavirus et son variant Omicron. Ce sont là les conclusions d'une mission du Fonds monétaire international. Le FMI, qui a séjourné récemment à Abidjan, a eu des discussions fructueuses avec les autorités ivoiriennes. Enfin, après Moscou, en Russie, le président français Emmanuel Macron, aujourd'hui à Kiev, un séjour pour tenter de désamorcer la crise en Ukraine. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ses compatriotes se joignent au bonheur de la République du Sénégal après la victoire des Lions de la Teranga. La preuve, ce télégramme adressé à son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Monsieur le Président et chers frères, la brillante victoire des Lions de la Teranga, l'équipe nationale de football du Sénégal, à la finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2021, ce dimanche 6 février 2022, m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais également féliciter très chaleureusement les joueurs de l'équipe nationale pour cette belle prestation, l'équipe d'encadrement technique pour son professionnalisme, de même que le peuple frère du Sénégal pour sa forte mobilisation et son soutien constant à la sélection nationale. Ce premier sacre continental du Sénégal, qui nous réjouit tous, est le fruit de plusieurs décennies d'efforts soutenus que je tiens à saluer. Je puis vous assurer que le peuple frère de Côte d'Ivoire partage avec vous ces moments historiques de joie et d'allégresse. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À Dakar, la capitale sénégalaise, nouvelle scène de liesse et d'euphorie hier à l'arrivée des Lions de la Teranga, vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Les nouveaux rois d'Afrique ont été accueillis par le président Macky Sall, les membres du gouvernement sénégalais et les populations. Les Lions de la Teranga vont être décorés aujourd'hui par le président Macky Sall à Dakar, au palais présidentiel. Ils étaient des dizaines de milliers pour accueillir les nouveaux champions d'Afrique. Ce lundi 7 février 2022, déclaré férié par le président Macky Sall, le 11 national était attendu par tout un peuple. L'événement est retransmis en direct, mais les supporters veulent être témoins de l'histoire en vivant ces moments de bonheur. Même si les Lions ont communié avec des foules immenses, tous n'ont pas eu la chance de les voir à leur arrivée. Je suis venu pour soutenir les Lions de la Teranga. Voilà. Mais dommage, on ne les a pas vus parce qu'ils ont emprunté la voie de la BDN. Donc c'est un sentiment de tristesse, si je peux dire. Mais bon, force Lions de la Teranga et puis c'est l'Afrique qui gagne. Pour voir les Lions de la Teranga et communier avec eux, il fallait surtout faire preuve de patience. On est resté là-bas de 13h à 18h. On n'a même pas aperçu les joueurs. Mais bon, quand même, bon, nous nous réjouissons car nous avons obtenu la coupe que nous avons cherchée pendant des années. Nous ne l'avons jamais eue. Ils l'ont fait pour nous et pour tous ceux qui ne sont plus là, comme les Bokandé. Les Lions du Sénégal sont bien arrivés à Dakar avec le trophée continental. Ils auront droit à un hommage national au palais présidentiel ce mardi 8 février avec notamment une décoration dans l'ordre du Lion. En attendant la suite du programme officiel, la fête se poursuit dans les rues de la capitale.
Vive joie et fierté également chez la communauté sénégalaise de Côte d'Ivoire. Les ressortissants sénégalais sont en effet sortis dans les rues pour célébrer le tout premier sacre africain des Lions de la Teranga, leur équipe nationale de football. Ils sont au micro de Pacom Didi et Didier Nguessan. Le trophée continental dans les mains du capitaine Kalidou Koulibaly qui va Les lampions de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations se sont éteints avec le sacre des Lions de la Teranga. Dame Coupe d'Afrique, enfin au Sénégal. La communauté sénégalaise résidant en Côte d'Ivoire ne boude pas son plaisir. Makori Hibiscus, on chante, on danse. Le trophée continental échappait à l'équipe nationale du Sénégal depuis 1965, année de leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. La victoire du Sénégal. Victoire Tout le monde aujourd'hui là, on a fait venir Sénégalais. Nous tous on allait faire aujourd'hui. Nous tous aujourd'hui on est contents. Aussi on remercie les Ivoiriens. Vraiment on a vu votre soutenir. Le lendemain de la victoire, la faveur est toujours de mise dans la grande cour de la famille Dieng à Trècheville, avenue 2, rue 17. Le tchéboudienne, le plat prisé des Sénégalais au menu de cette célébration. Trècheville, Arras 1, un espace spécialement aménagé par le comité de soutien aux Lions de la Teranga en Côte d'Ivoire pour faire la fête. On a tué 2 bœufs pour faire la fête. Venez faire la fête avec nous. Vive le Sénégal, vive la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a déjà 2 étoiles. Nous, on a une seule. Comme on est frères, je pense que vous allez nous laisser prendre au moins une étoile. On aura 2 comme vous. Après, on va faire la course après. L'année prochaine, on sera ici en finale Sénégal-Côte d'Ivoire et naturellement, on va gagner. Finalistes malheureux des CAN 2002 et 2019, les Lions de la Teranga montent enfin sur le toit de l'Afrique. Prochain rendez-vous en juin 2023 en Côte d'Ivoire. D'ici là, le 12e Gaindé, c'est-à-dire les supporters sénégalais, savourent le titre de champion d'Afrique CAN 2021. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire et la France ensemble dans la lutte contre le terrorisme. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a échangé hier avec le chef d'état-major des armées françaises, le général Thierry Bucquart. Cette rencontre s'est tenue dans les locaux du ministère de la Défense dans la commune du Plateau. Angela Diallo et Abou Sanogo. Le général d'armée Thierry Bucquart, chef d'état-major des armées françaises, est à Abidjan pour visiter le dispositif français en Côte d'Ivoire. Ce lundi, il était au ministère de la Défense. C'est une préoccupation commune de nos 2 pays et de l'ensemble des pays de la sous-région, mais également de l'Europe, qui est la lutte contre le terrorisme. Donc c'était effectivement pour faire un point sur la lutte qui est conduite et rappeler que pour la France, la lutte contre le terrorisme reste une priorité et qu'elle y reste complètement et fermement engagée. L'armée française appuie et cherche à donner toute son autonomie à l'armée ivoirienne pour être le plus efficace possible. Le ministre Téné Birahima Ouattara salue l'excellence des relations entre les 2 pays. Nous sommes félicités du partenariat entre la République française et la République de Côte d'Ivoire en la matière. Nous apprécions énormément l'appui qui nous est fait par la France et nous avons demandé au général de continuer à nous appuyer pour que nous puissions lutter de façon efficace contre le terrorisme et assurer la sécurité en Côte d'Ivoire. L'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, inaugurée le 10 juin dernier, vient appuyer la lutte contre le terrorisme dans la région. Toujours en Côte d'Ivoire, où en sont les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Grand Bassam Carrefour Assouindé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi-Kouakou, a visité récemment le chantier. Les travaux qui ont démarré en décembre dernier sont estimés à environ 70 milliards de francs CFA. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. C'est le prolongement de l'autoroute de Grand Bassam, dont la première section devrait relier l'ancienne capitale à la localité de Samo.
Mais contrairement à l'ancien itinéraire, cette voie ne passera pas par Bonois. Entre Bassam et Bonois, il y a beaucoup de zones marécageuses. Les premières études que nous avons faites nous ramenaient à un peu plus de 4 milliards de kilomètres d'autoroute. Donc ça nous revenait excessivement cher. Il a fallu donc refaire nos tracés. Nous sommes passés beaucoup plus bas et avec ce projet-là, on est à un peu moins de 2 milliards de kilomètres, y compris les échangeurs, les passerelles piétonnes, et puis faire une contre-allée. Donc on a un coût qui est relativement bas. C'est le 17 décembre dernier que les travaux ont démarré. Ils concernent l'aménagement et le bitumage en 2x2 voies sur une longueur d'environ 30 km le long du canal d'Assini. Le taux d'avancement des travaux est estimé à 6% et le ministre Amédée Kouakou souhaite une accélération de ces travaux. Ce sont des zones basses, on a beaucoup de sable, mais avec le sable on a une plus grande stabilité, les travaux avancent bien. Nous avons demandé à l'entreprise d'aller très vite parce que pendant les week-ends, tout ça, on a beaucoup de trafic et ce tracé alternatif permettra à tous ceux qui viennent un peu plus au sud de pouvoir l'emprunter. Les travaux devraient durer 24 mois. L'ouvrage réalisé dans le cadre global du projet autoroutier Abidjan-Lagos coûtera un peu plus de 68 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire déterminée à mettre fin à la corruption. Ce fléau a fait perdre à l'État plus de 1000 milliards de francs CFA en 2019, annonce faite récemment par le ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance. Ce département ministériel était l'invité du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Les précisions de Espérance Diakale et Abou Sanogo. La corruption a fait perdre à la Côte d'Ivoire en 2019 1400 milliards de francs CFA, soit 64% du service de sa dette, selon une étude rendue publique par le ministère de la Promotion, de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Des chiffres qui fragilisent les recettes fiscales de l'État et freinent les efforts des autorités dans la mise en œuvre des politiques publiques pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Face à tout cela, le président Alassane Ouattara a donné un coup d'accélérateur à sa politique de lutte contre la corruption. Il a fait de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance la troisième priorité de l'année 2022. Il y a à peine une semaine, lors du Conseil des ministres, il a réaffirmé et réitéré cet engagement vis-à-vis des gestionnaires des sociétés et établissements publics. C'est pour dire que la question tient au chef de l'État et la question également tient au gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. À ce jour, grâce au plan stratégique de développement, 133 missions d'investigation et de vérification des signalisations de corruption ont été réalisées dans certaines administrations et services publics. Au thème de toutes ces missions, 64 agents et fonctionnaires de l'État ont été interpellés et traduits devant les conseils de discipline conformément au statut général de la fonction publique. Le ministère a mis en place, et bientôt ça sera lancé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, une plateforme d'alerte et de signalement qu'on a appelée SPACIA, qui est le système de prévention et de détection des actes de corruption et d'infractions assimilées. En perspective, plusieurs réformes sont prévues, notamment le renforcement et l'harmonisation du cadre institutionnel et juridique, l'intensification des actions de sensibilisation et de communication en matière de bonne gouvernance en vue de lutter efficacement contre la corruption. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, va accueillir du 28 au 30 juin prochain un colloque international sur la bonne gouvernance. En prélude donc à cette rencontre, un point de presse organisé récemment par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation en partenariat avec le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Les explications de Espérance Diakale et Jean-Jacques Kwame-Ala. Réfléchir et trouver des solutions afin de rendre efficace la gouvernance politique, économique et sécuritaire dans nos pays africains, c'est l'exercice auquel seront soumis des scientifiques et acteurs des différents domaines venus du monde entier. Ce programme s'inscrit dans le cadre des activités de promotion de la science et de l'innovation. Les objectifs fixés à terme sont, entre autres, développer une économie compétitive, un système de santé et de protection inclusif et un système éducatif accessible et performant. Pour nous, la gouvernance est au début et à la fin de tout processus de développement. C'est très important pour notre continent. Le colloque
sur la gouvernance sera organisé pour faire l'état des lieux des connaissances sur la gouvernance en Afrique. Ensuite, pour mobiliser nos scientifiques africains pour nous aider à mieux comprendre les difficultés de gouvernance dans notre continent. Et ensuite, proposer des solutions pour améliorer la gouvernance dans certains secteurs d'activité comme l'éducation, la santé et la sécurité. Ce colloque va permettre à ces scientifiques d'aider les pays africains grâce à l'élaboration d'un catalogue de pratiques de bonne gouvernance dans les secteurs concernés. Fin du séjour en Côte d'Ivoire d'une mission du Fonds monétaire international. À noter, selon cette délégation du FMI, des discussions fructueuses avec les autorités ivoiriennes. Le FMI qui souligne que malgré les difficultés liées au coronavirus et à son variant Omicron, la Côte d'Ivoire maintient ses objectifs de développement. Pour en parler, Lanciné Bakayoko. Même si l'inflation est en augmentation, principalement à cause des prix des denrées alimentaires, l'économie ivoirienne continue de montrer des signes de résilience face à la pandémie mondiale. Adossée à la réforme du plan national de développement, cette résilience devrait se réaffirmer avec la découverte de nouvelles réserves de pétrole et de gaz naturel. Prudence tout de même pour l'économie ivoirienne, encore exposée à des risques baissiers du fait notamment de l'émergence de nouveaux variants de la Covid-19, les perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales, les tensions géopolitiques internationales et le resserrement des conditions des marchés financiers mondiaux. Autant de déséquilibres qui pourraient entraîner des conséquences néfastes sur les flux de capitaux vers les marchés émergents. Face à toutes ces contraintes, la priorité selon le FMI, en parfaite synergie avec les autorités ivoiriennes, reste une mobilisation accrue des ressources intérieures. Dans le budget 2022, qui est de 9 900 milliards de francs CFA, les capacités propres de la Côte d'Ivoire avoisinent les 7 000 milliards de francs CFA. Ces ressources issues de la fiscalité locale devraient être orientées vers les dépenses productives et sociales afin de soutenir une croissance forte et inclusive tout en préservant la viabilité macroéconomique et de la dette. Sur le front de la vaccination, des progrès importants ont été réalisés avec plus de 8 millions de doses administrées à fin janvier. Une campagne de vaccination qui va s'accélérer avec 5 millions de doses supplémentaires avant fin février. La mission de consultation de 2022 au titre de l'article 4 est provisoirement prévue pour avril 2022. Ce sera l'occasion d'évaluer les lignes tracées et de discuter beaucoup plus en détail de l'évolution des politiques économiques. La vaccination et le respect des gestes barrières, deux mesures pour lutter efficacement contre le coronavirus. En Côte d'Ivoire, 18 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte actuellement 80 938 cas confirmés de coronavirus, 78 685 personnes guéries, 787 décès et 1466 cas actifs. Autre actualité nationale, cet atelier sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie pour promouvoir l'éthique et la déontologie au sein des administrations publiques. Les travaux se sont déroulés il y a quelques jours à l'École nationale d'administration dans la commune de Cocody. Le point, Patricia Etia. Cette rencontre est un partage d'expériences qui vise à identifier les différentes mutations intervenues au sein de la Direction générale des impôts. Aujourd'hui, que ce soit les agents, que ce soit les usagers, tout ce qui est procédure au niveau des impôts, ces procédures-là se font à travers nos systèmes intégrés que nous avons mis en place. Les déclarations des contribuables, ça se fait en ligne. Les paiements des impôts, aujourd'hui, c'est pratiquement sans chèque. Ce n'est pas virement bancaire. Et vous voyez que c'est d'abord de la qualité. Tout le monde gagne en temps et on a de moins en moins de contact avec le contribuable dans nos relations de
tous les jours. C'est également l'opportunité pour la direction des systèmes de gestion et de l'appui à l'éthique de s'enrichir de l'expérience réussie de la DGI. Nous avons trouvé bon de voir avec la direction générale des impôts qui a déjà une bonne expérience en la matière de simplification de procédures, en matière de management de la qualité. C'est pour cela que nous avons sollicité la direction générale pour qu'ensemble nous puissions partager notre expérience pour pouvoir implémenter ces solutions déjà implémentées chez eux dans les autres administrations. Dr Noël Taé, par ailleurs directeur de cabinet de Dr Brice Kwasi, a souhaité la mise en application de la conduite de changement et la promotion de l'éthique et de la déontologie dans toutes les administrations publiques et parapubliques. Au terme de cet atelier, un plan d'élaboration de la simplification des procédures et un plan de la conduite de changement sera adopté. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a lancé officiellement le certificat de spécialisation prospective et management. Il s'agit de former les décideurs à l'utilisation des méthodes et outils de la prospective. Objectif, promouvoir le changement et l'innovation. Les explications de Didier Nguessan. L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny s'enrichit d'une nouvelle formation, le certificat de spécialisation en prospective et management. Il permettra d'acquérir les aptitudes nécessaires pour anticiper les changements dans la société. Un partenariat scellé avec le Conservatoire national des arts et métiers de Paris. L'intérêt de la prospective, c'est qu'elle s'applique à toutes les organisations, quelles qu'elles soient, privées, publiques, avec cet objectif de se préparer justement suffisamment longtemps à l'avance sur ce qui pourrait se passer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle être préactif, c'est-à-dire se préparer au changement attendu. Mais il y a aussi l'idée d'être proactif, c'est-à-dire de provoquer les changements souhaités. 6 mois de cours dispensés tous les samedis de février à juillet 2022 autour de 3 modules aussi bien en présentiel qu'en ligne. 11 auditeurs composent la première promotion. Prévoir l'avenir avec ce qui se vit aujourd'hui. Donc à partir de là, nous avons aussi mené une petite enquête pour voir les besoins dans ce sens avant de décider d'ouvrir cette formation. Il a pour objectif de mettre les bénéficiaires en capacité de réfléchir à leur avenir et d'agir en connaissance de cause avec l'esprit et la rigueur de la méthode proposée par l'École française de prospective. Les services offerts par ce certificat sont la formation, l'expertise et l'ingénierie prospective, les publications et les communications. Le certificat en prospective et management est une formation continue et coûte 1 700 000 francs CFA. Toujours en Côte d'Ivoire, plus de 1000 étudiants et environ 300 entreprises privées et publiques ont participé récemment au Forum des stages. Cette 7e édition s'est déroulée à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, dans la région centre du pays. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Des professionnels issus de divers secteurs, banques, industrie, tertiaire, informatique et technologie, qui échangent avec des étudiants de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny et des grandes écoles de Yamoussoukro. Le ton est ainsi donné pour la 7e édition du Forum des stages, la 3e du genre à l'INPHB, une initiative soutenue par le cabinet Empower pour faciliter les choix de carrière. Ce forum des stages, c'est l'opportunité pour tous les jeunes étudiants, les jeunes diplômés ou futurs diplômés, d'avoir un stage en entreprise et aussi surtout de s'informer sur toutes les problématiques, les enjeux du monde professionnel en Côte d'Ivoire. Nous avons des entreprises aujourd'hui qui viennent pour animer des cours au sein de l'Institut parce qu'ils ont vu à travers le forum qu'il y a des insuffisances par exemple sur le comportement d'entreprise, les échanges que nous devons avoir avec un supérieur hiérarchique. Donc vous avez des DRH qui ont décidé de revenir auprès des directeurs. Donc ils ont conçu des modules de formation sur l'amélioration des compétences au sein de l'Institut. Des conférences animées par des directeurs de ressources humaines pour faciliter le choix des étudiants.
qui apprécient l'initiative. Nous sommes la 4e promotion de Marema et nous souhaitons proposer notre profil aux différents RH qui sont présents à cette journée. C'est une belle opportunité pour les étudiants de pouvoir échanger avec les entreprises, déposer nos CV pour d'éventuels stages et de stages au pré-emploi. En tout cas, ça a été une belle expérience pour moi. Je remercie les organisateurs. Visite de stand, promesse d'une université d'été pour apprendre à se comporter en entreprise et comment y faire carrière. La 7e édition du Forum des stages aura réussi à capter l'attention des étudiants en quête d'emploi. Des actions pour mettre fin à la violence et à l'incivisme dans les écoles ivoiriennes. Des comités de paix ont été installés dans les collèges et lycées. Dans le reportage qui va suivre, le reportage de Soro Corona de RTI Bouaké, nous allons découvrir le comité de paix du lycée municipal Djibo Sungalo de Bouaké dans la région centre du pays. Comment fonctionne-t-il? Regardez. Le lycée municipal Djibo Sungalo de Bouaké a désormais son comité de paix. Comité qui aura pour mission de sensibiliser les élèves sur les conséquences des congés anticipés et les dangers de la consommation de la drogue à l'école. Fléau récurrent ces dernières années en Côte d'Ivoire. L'élève doit prendre conscience qu'à l'école, c'est à l'école qu'on peut réussir. Donc c'est plus les sensibiliser à rester à l'école pour continuer les cours, pour ne pas bâcler les programmes. Sinon en fin d'année, ça va jouer sur nos examens. Concernant l'existence de fumoir dans le milieu scolaire, le chef d'escadron de la gendarmerie invite les élèves à se détourner de la consommation des drogues. Il a fait un tour d'horizon des méfaits de la drogue et les peines encourues par les vendeurs et consommateurs. On a constaté que les élèves se donnent de plus en plus à la drogue. La drogue a des conséquences néfastes. Une personne qui est lucide ne peut pas agresser son enseignant qui est son maître avec sa drogue. Que ce soit la consommation ou la vente, vous avez 5 mois à 5 ans de prison, 500 à 5 millions d'amendes à payer. Le coordonnateur de la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie est revenu sur l'importance des comités de paix. Nous avons décidé d'accompagner l'école au niveau de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous avons réfléchi afin d'installer des comités de paix pour permettre à nos systèmes scolaires d'être tranquilles, pour que nous puissions vraiment offrir un espace de paix et de tranquillité dans nos établissements scolaires. Autorités administratives et éducatives s'engagent à accompagner ces comités pour un environnement scolaire apaisé en Côte d'Ivoire. Ce sont 30 comités de paix qui seront installés dans les lycées et collèges de la région de Bouaké. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement officiel il y a quelques jours du projet Mobilité électrique, une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Objectif, introduire les véhicules électriques dans le parc automobile national pour réduire la pollution de l'air. Le point, Grace Kando. Le projet Transport intégré durable va permettre d'introduire les véhicules électriques en Côte d'Ivoire et réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air en milieu urbain. Notre carburant n'est pas aux normes, il est soufré. Nous avons dans ce carburant environ 2000 ppm de soufre, alors que dans les autres pays développés, nous avons seulement 10 ppm de soufre dans leur carburant. Il y a un effort à faire. Est-ce qu'on peut rester dans cette situation qui impacte la santé des habitants, notamment les maladies respiratoires et cardiovasculaires? C'est pour cela que ce projet est à propos pour permettre de booster un peu plus cette pollution liée à la mauvaise qualité de nos carburants. Le projet Mobilité électrique est soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 300 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, le Togo et la Sierra Leone sont les 3 pays de la CEDEAO concernés par ce projet pilote. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'arriver même au niveau des 2 roues aussi, à les amener à utiliser aussi l'électricité pour que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser significativement. Le ministère des Transports a pris la décision d'interdire l'importation des véhicules d'occasion de plus de 5 ans, concernant les petits véhicules. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre parc se rajeunisse. Le projet Mobilité électrique s'appuie sur des objectifs spécifiques. Former et renforcer les capacités des acteurs
surtout les professionnels du transport, faire la démonstration des essais de véhicules électriques et développer des plans d'affaires pour susciter l'engagement du secteur privé. Également d'assurer la réplicabilité à grande échelle de la mobilité électrique en Côte d'Ivoire. Après donc la phase pilote, ce projet ambitionne donc de faire une mise à l'échelle sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, un quart des émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie provient du secteur des transports. Ce chiffre devrait atteindre un tiers d'ici à 2050. Direction le Tchologo, dans la région nord du pays. Le conseil régional a organisé récemment sa toute première réunion ordinaire. Les membres du conseil régional ont dressé le bilan des activités 2021. Les détails, Kwadio Kwame de RTI Bouaké. À l'entame de la rencontre, le président du conseil a invité les conseillers et la population de la région à préserver l'esprit de paix et de cohésion sociale sur la voie du développement. Le budget provisionnel du Conseil est de 1,208 milliard de francs CFA. En investissement, 9,19 milliard de francs CFA. Les recettes s'élèvent à 1,232 milliard de francs CFA pour un excédent de 4,277 milliard de francs CFA. Le secret, c'est la bonne gestion. C'est tout, il faut rentrer dans un cadre budgétaire strict. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de faire en sorte qu'il n'y ait pas de déperdition. Le bilan à mi-parcours fait état de la construction de 171 salles de classe, de l'acquisition de tables-bancs, de la réalisation de 8 pompes villageoises, 24 ambulances mises à la disposition des centres de santé équipés ou réhabilités, la création d'emplois au profit de la jeunesse, 200 km de pistes réhabilitées, 10 retenues d'eau et 4 brigades de gendarmerie réalisées. La vision nouvelle pour cette année, c'est de poursuivre ce qui a commencé depuis 3 ans maintenant et nous passons d'y arriver. Nous connaissons nos points de faiblesse, nous allons essayer de les corriger avec un peu plus d'action à l'égard de l'hydraulique villageoise améliorée. Nous avons des latrines dans les écoles à construire. Nous avons le reprofilage des pistes. Une activité majeure dans la région, le festival du Tchologo, qui se tiendra à la fin du premier trimestre de l'année en cours. La région du Tchologo est composée de 3 départements, 12 sous-préfectures pour une population de plus de 400 millions d'habitants. Enfin, la tournée du président français en Europe de l'Est. Après les échanges avec son homologue russe Vladimir Poutine, le chef de l'État français Emmanuel Macron est aujourd'hui à Kiev, où il aura des entretiens avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Objectif, désamorcer la crise en Ukraine. Suite à son entretien lundi soir avec Vladimir Poutine à Moscou, Emmanuel Macron se rend à Kiev en Ukraine pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Macron dit avoir proposé à Poutine de bâtir des garanties concrètes de sécurité pour tous les États impliqués dans la crise ukrainienne. Benjamin Roger, journaliste de Jeune Afrique, arrivé à Bamako dans la nuit du 6 au 7 février, a été interpellé par la police et conduit dans les locaux de la brigade d'investigation judiciaire. Emmené ensuite à la police de l'air et des frontières, son expulsion lui a été signifiée. Le journal proteste contre l'expulsion de son envoyé spécial. 10 millions de dollars, c'est la récompense promise par le département d'État américain pour toute information permettant d'identifier et localiser le chef du groupe État islamique Osran, Sanalad Ghaffari. La récompense de 10 millions de dollars concerne aussi toute information permettant d'arrêter ou condamner les responsables de l'attentat terroriste du 26 août 2021 à l'aéroport de Kaboul. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur votre chaîne RTI 1.